Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à la deuxième conférence dans la série Intelligence artificielle. Cette fois-ci, ça va être sur la thématique de l'intelligence artificielle et la santé. Je veux d'abord remercier nos partenaires, donc le Mondanium bien sûr, et aussi le e-campus de Tournai et bien sûr l'Université de Mons. Peut-être un petit mot sur Jérôme Urbain. Donc, il est en fait partenaire associé chez Dalberg Data Insights, où il est pour l'instant responsable technique. Dans cette entreprise, je pense qu'il va expliquer un peu plus le contexte de l'entreprise. Il a développé une expertise dans l'analyse et la modélisation de différentes sources de données, notamment acoustique, télécom et santé. Et dans cette entreprise, il est particulièrement impliqué dans des projets exploitant des données d'opérateurs télécoms autour de trois thèmes principaux: l'inclusion financière, les villes intelligentes et la santé publique. Et dedans, il a dirigé, ou il dirige actuellement plusieurs projets dans beaucoup de différents pays dans le monde entier: Ouganda, Haïti, Brésil, Guinée, Gambie. Et la recherche qu'il effectue dedans, ça nécessite de réunir et agréger de grandes quantités de données, souvent plusieurs dizaines de millions de lignes par jour. Et pour étudier tout cela, il doit concevoir et appliquer des algorithmes d'estimation d'indicateurs clés. Donc, je pense que c'est clair que pour faire tout cela, il utilise et doit manipuler des données en apprentissage automatique, mais je pense que je vais lui laisser expliquer tout cela en plus de détails. Donc, comme toujours, on va d'abord faire le séminaire, ça va durer environ 1 heure, peut-être un tout petit peu plus, on verra. Et puis après, je vous laisse la parole, il y aura une session de discussion et questions, et donc là, à vous de poser des questions à l'orateur. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez tous? Ok. Donc bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Effectivement, je vais vous présenter un peu le contexte de ce qu'on fait dans l'entreprise et puis me concentrer sur la thématique du jour. Juste pour les questions, je pense effectivement aussi, vu que c'est diffusé en direct sur Internet, c'est mieux de garder les questions pour la fin si possible. Maintenant, si j'explique vraiment mal quelque chose, qui est un point qui est vraiment pas clair du tout, je vous invite à m'interrompre directement voilà, à ce que je puisse clarifier directement. Par contre, pour tout ce qui est question un peu plus, soit de détails, soit de discussion future, je vous propose de garder ça pour la fin de la présentation. Donc, juste avant de vraiment rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous donner un peu plus de contexte sur l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est Dalberg Data Insights, et qui fait partie d'un groupe mondial qui s'appelle Dalberg, qui est un groupe de différentes entreprises qui ont une mission commune, qui est de bâtir un monde plus inclusif et plus durable, où toute personne, où qu'elle soit, est capable d'atteindre son plein potentiel. Donc ça, c'est la mission commune des 5 entreprises du groupe Dalberg. L'entreprise la plus grande étant Dalberg Advisors, qui est une boîte de consultance stratégique active dans le domaine du développement. Il y a aussi Dalberg Research, qui est une boîte qui fait des analyses qualitatives et quantitatives pour informer sur les marchés, les consommateurs, etc. dans différentes parties du monde. Dalberg Design, qui essaie de repenser différents systèmes en mettant l'humain au centre de toutes les solutions, donc voir quelles solutions sont pratiques pour différentes personnes en fonction du lieu où ils se trouvent, en fonction de leur accès aux télécommunications, du fait qu'ils sachent lire ou pas, de ce qu'ils sachent utiliser la technologie ou pas. Dalberg Capital qui conseille sur des investissements dans le domaine du développement. Et donc, nous sommes Dalberg Data Insights, une société qui fait de l'analyse de données, également avec un but d'impact social positif. Donc on travaille beaucoup dans des pays en voie de développement et on essaye, bien sûr la frontière est parfois un peu floue entre ce qui est impact social positif ou ce qui ne l'est pas. Chacun peut avoir sa propre définition, mais donc on essaie de ne rentrer que dans des projets dont on estime qu'ils vont améliorer la qualité de vie d'un ensemble significatif de personnes.
Donc ce qu'on fait chez Dalberg Data Insights, comme je l'ai dit, on analyse des données, on combine des données publiques et privées, et on essaie de construire des solutions qui permettent à des acteurs locaux, à des acteurs clés du développement de prendre des décisions bien informées. Et on réalise toute la chaîne de traitement, donc à partir de l'accès aux données jusqu'à la création de dashboards, de tableaux de bord interactifs qui permettent de bien visualiser les données traitées. Et bien sûr, au milieu, on fait tout ce qui est analyse, et ce dont on va parler maintenant, aussi en utilisant de l'intelligence artificielle. Et les différents domaines dans lesquels nous sommes principalement actifs sont les villes intelligentes, donc essayer d'informer sur la mobilité, comment se déplacent les gens dans un pays ou dans une ville, quels sont les flux principaux de population, quel est le temps de trajet d'un endroit à un autre, quels sont, si on y arrive, les moyens de transport que les personnes utilisent, donner des recommandations sur l'endroit où implanter par exemple un nouvel hôpital ou un nouveau centre commercial, etc. Tout ce qui est inclusion, et notamment inclusion financière, mais également inclusion technologique. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'assurer que la vaste majorité de la population ait accès à la technologie et à des services financiers basiques. Donc par exemple du crédit, du microcrédit et tout ce qui est voilà, paiement digital, et donc que toutes les transactions ne doivent pas forcément se faire de la main à la main avec de l'argent physique. On est actif dans la sécurité alimentaire. Et donc ça, on va en parler aujourd'hui, essayer de prédire les famines, essayer de voir quelles sont les zones qui sont à risque de subir une crise alimentaire. Enfin, on est actif dans le domaine de la santé publique pour essayer là de prédire comment les épidémies vont se propager, et de nouveau surtout de pouvoir agir à temps, d'informer les acteurs locaux sur les zones qui sont les plus à risque, les mesures à prendre, et qui puissent essayer un maximum d'empêcher que l'épidémie se propage. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux thèmes, la sécurité alimentaire et la santé publique. C'est ce qui était annoncé dans le petit résumé de la présentation. Et donc je vous propose de commencer par l'aspect santé publique, la réduction des épidémies. On parlera ensuite de l'aspect sécurité alimentaire. Et enfin, un petit bonus, quelques slides pour terminer sur on dit ici l'identification des femmes, puisque c'est là-dessus qu'on fait les actions principales ou qu'on mène les campagnes principales. Mais donc en fait, ce qu'on fait, ce sont des travaux qui permettent de distinguer les hommes et les femmes parmi les opérateurs parmi les clients d'un opérateur de télécommunication. Et je vous donnerai un peu plus de contexte après pour voir exactement à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Donc au niveau du plan pour ce petit chapitre réduction des épidémies, je vais vous donner d'abord un tout petit peu de contexte, ensuite présenter la méthodologie, comment on a commencé à rentrer dans ce domaine-là, quelques applications qu'on a développées dans différents pays, et enfin la dernière extension qu'on a faite cette année au Brésil, et qui inclut là vraiment du machine learning, alors que ce qu'on fait avant, vous allez le voir, est plutôt basé sur des règles. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, ou si vous le savez, que la mobilité humaine joue un rôle extrêmement important dans la propagation d'épidémies. Donc ici, on a une petite vidéo d'une épidémie de grippe à New York. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de temps en temps des points qui apparaissent qui ne sont pas directement connectés au point d'avant. Donc ça ne se propage pas forcément de voisin en voisin, mais comme les personnes peuvent habiter et travailler dans des régions différentes, espacées de plusieurs kilomètres, on va avoir une propagation de l'épidémie d'un endroit à l'autre. Je pense que c'est relativement évident dans toutes les maladies qui sont transmises directement de personne à personne. Mais en fait, c'est le cas aussi des maladies qui sont transmises par d'autres vecteurs. Par exemple, ces petites bêtes que vous adorez tous, les moustiques, qui sont le vecteur de transmission de plusieurs maladies. Et voilà, on n'aime déjà pas trop les moustiques en Belgique, et en fait ils sont pas très méchants ici. Dans beaucoup de pays du monde, ils sont un vecteur de transmission de maladies mortelles, la malaria, Zika, la dengue, et il y en a d'autres. Les moustiques, en fait,
ils voyagent pas beaucoup, ils parcourent pas des grandes distances, au maximum voilà, quelques kilomètres. Apparemment, il y en a parfois qui arrivent à se mettre dans une voiture ou dans un avion et ils font un peu plus, mais c'est pas les moustiques eux-mêmes qui expliquent le fait qu'on va de temps en temps avoir des foyers qui débutent à des centaines de kilomètres d'un foyer initial. C'est vraiment parce que les personnes elles-mêmes se déplacent. Et donc en partant de ce constat-là, bien sûr, il y a des scientifiques qui ont essayé de modéliser, de bien comprendre le phénomène, et de proposer des modèles de propagation d'épidémies, et de pouvoir estimer le risque de propagation d'épidémies. Et donc il y a un des modèles qui ont été proposés qui réduit quelque part le risque d'exportation d'une maladie d'une zone A à une zone B, comme la somme des risques des personnes, des résidents de A qui vont voyager en B et transmettre la maladie là-bas, et des résidents de B qui vont, par exemple, faire du tourisme en A, contracter la maladie là-bas et revenir au pays. Donc la carte ici n'a pas beaucoup d'importance, c'est une carte de la République tchèque, mais c'est juste qu'elle avait la bonne forme pour rentrer sur mon slide, donc c'est pas très, très important pour les problèmes dont on va discuter après. Mais donc, juste pour illustrer les cas de transmission. Donc le premier cas, c'est une personne de A qui va voyager en B, infecter un résident de B à cet endroit-là. Donc je pense que vous avez compris, les personnes rouges sont les personnes infectées, les personnes en blanc d'un côté ou noir de l'autre sont les personnes saines. Le deuxième cas, et donc vous allez de nouveau avoir une animation incroyable. Le deuxième cas, c'est une personne de B qui va voyager en A, contracter la maladie là-bas, et puis bien évidemment, comme elle réside en B, un jour, elle va y revenir. Donc ça, c'est le modèle de base qu'on a étendu ensuite pour tenir compte de n'importe quelle autre région. Ici, C, donc ça peut être toutes les autres régions du pays. N'importe quelle autre région où les habitants de A et B pourraient se croiser. Donc voilà, ils voyagent tous les deux, ils s'échangent la maladie à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment le principe basique qu'on peut ensuite essayer de traduire en équation. Donc sans rentrer dans tous les développements et dans tous les détails, les différents paramètres dont on a besoin, c'est la population totale dans chacune des régions qu'on étudie, le taux d'incidence, le nombre de personnes dans ces régions qui sont infectées par la maladie qu'on étudie, le nombre total de régions, le taux de transmission de la maladie, qui n'est pas le même en fonction des maladies, et qui même est différent normalement d'un endroit à l'autre. Donc ici, on va faire l'hypothèse que ce taux est constant d'une région à l'autre, est identique. En réalité, c'est pas exactement le cas. Et enfin, le pourcentage de temps que chaque résident de la région I passe dans la région J. Donc pour chaque paire de régions, on veut estimer quel est le pourcentage de temps que les résidents de la première région passent dans la seconde. Et donc on arrive à ce risque d'exporter la maladie d'une région A vers une région B, qui est cette belle équation. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de couleur. Donc ce qui est en bleu ici, c'est simplement le nombre, ça va représenter le nombre de personnes de la région B qui se trouvent dans la région C. Ce qui est en vert, c'est le nombre de personnes de la région A qui sont infectées par la maladie et qui vont aussi voyager dans la région C. Et on divise ça par, en rouge, le nombre total de personnes qui se trouvent à la région C à ce moment-là, et qui permet un peu d'estimer les chances que ces deux types de personnes vont se rencontrer. Donc s'il y a 100 personnes au total ou 1 million de personnes au total, on va avoir des chances différentes de s'échanger la maladie. Donc une fois qu'on a ça, voilà, on peut calculer le risque d'exporter la maladie de A vers B. On va estimer que le risque d'importer la maladie depuis A vers B, c'est la même chose. Donc exporter de A vers B ou importer, la même chose depuis A vers B, on a le même risque. Et on a à ce moment-là plusieurs manières d'essayer de donner des priorités aux régions qu'il faut essayer de soigner en premier. Une première idée, c'est de dire une région qui importe beaucoup la maladie, ou qui l'importe beaucoup plus qu'elle ne l'exporte. Si on cible cette région-là, même si on arrive à éliminer la maladie de manière temporaire, comme elle l'importe beaucoup,
quelque part, ce sera inefficace, parce qu'on va, voilà, on va mener une action, travailler pendant quelques semaines, essayer de réduire un maximum la maladie, et puis on va partir, et quelques semaines après, comme la région apporte beaucoup, on sera revenu presque au niveau de base. Donc quand on veut établir des priorités, une première idée, c'est de dire on va cibler les régions qui exportent beaucoup la maladie par rapport à ce qu'elles ne l'importent, et par là même, on va avoir un impact, comme elles exportent beaucoup, si on arrive à réduire la maladie dans cette région-là, on va avoir un impact sur beaucoup d'autres régions. Donc ça, c'est la première idée. On a une autre formule qui a été mise en place, qui est d'essayer de voir, donc si on arrive à réduire complètement la maladie, la maladie à un endroit, quel va être son impact sur le risque d'import relatif de la maladie de toutes les autres régions. Donc voilà, c'est juste une autre formule, c'est pas forcément hyper important ici. Ce dont je voudrais plus parler, c'est voilà, on a ces belles équations qui dépendent d'un ensemble de données. Est-ce que vous avez une idée de comment et où on peut obtenir chacune de ces données? Donc par exemple, voilà, la population totale qui réside dans une région, est-ce que vous savez où on peut trouver ça? Wikipédia, oui. Certainement pour des pays. Après, quand on va aller plus en détail pour des régions assez fines, probablement pas, mais c'est une bonne idée. Donc, je pense qu'une idée de base, et ce qui fonctionne dans des pays développés, c'est d'aller chercher les données administratives, les données de census, etc. Et il y a des prédictions qui sont assez bonnes. On peut essayer de faire la même chose dans des pays en voie de développement. Il y a aussi des census qui sont organisés de temps en temps, mais de manière beaucoup moins régulière. Et donc il y a des projets, notamment le projet World Pop qui est mené par l'université de Southampton, qui essaye de cartographier la population partout dans le monde et aussi avec des modèles prédictifs. Et donc c'est une source de données pour nous d'aller chercher la population telle que eux la définissent, l'estiment. Le nombre de résidents d'une région qui sont affectés par la maladie, est-ce que vous savez où on peut obtenir ça? Je n'ai pas entendu. Voilà, exactement, donc ministère de la Santé, etc., tous les acteurs locaux du domaine de la santé. Bon, c'est facile à dire comme ça, mais après, quand on doit rentrer en contact avec toutes ces personnes-là pour avoir les chiffres réels, c'est du boulot, croyez-moi, surtout dans des pays en voie de développement où tout n'est pas forcément bien centralisé, etc. Mais donc, effectivement, c'est la bonne source. Bon, le nombre total de régions, c'est un peu évident, ça dépend comment on définit les régions nous-mêmes. Disons que ça, c'est le paramètre qu'on maîtrise le mieux. Le taux de transmission de la maladie, le même genre de source, le ministère de la Santé, ou peut-être encore mieux des épidémiologistes qui sont spécialisés sur la maladie qu'on étudie. Et enfin, le plus intéressant pour nous, comment est-ce qu'on estime quelque part la mobilité des gens, donc quelle fraction de la population d'une région passe du temps dans une autre région? Est-ce que vous avez une idée pour ça? Données GSM, oui. Excellente réponse, une autre idée? Non, vous avez compris, voilà, on a déjà dit qu'on travaillait avec des données télécom. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on l'estime. Il y a certainement d'autres moyens de le faire. De nouveau, dans les pays plus développés, enfin, tout le monde utilise Google Maps, Waze, etc. Donc il y a moyen de récupérer d'autres sources de données que des données pure GSM, c'est plus des données GPS. Il y a moyen de mener des enquêtes, etc. Mais une source qui est extrêmement riche, ce sont effectivement les données télécom. Donc voilà, c'était mon petit point d'interrogation. Et ce sont ces sources-là qu'on essaie d'exploiter dans les projets qu'on mène. Et donc ce qu'on utilise principalement, c'est ce qu'on appelle des CDR. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc c'est l'acronyme de Call Detail Records. Et donc en fait, tout simplement, même maintenant, tout le monde de manière passive sans doute, par les connexions de données qu'on a, les appels qu'on recevrait ou les SMS qu'on recevrait de manière passive, peut-être certains de manière active si vous êtes en train d'envoyer un SMS ou d'appeler quelqu'un. Chaque fois qu'on mène une activité sur le réseau téléphonique, en fait, l'opérateur téléphonique enregistre une ligne dans une table, dans une base de données. Et ce qui est important à savoir, c'est que l'opérateur est obligé de le faire pour des raisons de facturation. Donc vous avez tous le droit, à la fin du mois, de mettre en doute la facture que vous recevez, et l'opérateur doit pouvoir vous donner un détail sur les communications téléphoniques que vous avez eues,
Donc voilà, ils sont obligés de récolter ces données et c'est évidemment intéressant pour nous parce que ça veut dire que ce sont des données qui sont déjà existantes chez les opérateurs télécoms. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour eux à créer ces données et à nous les fournir. Mais voilà, pour les fournir, évidemment, il faut qu'on puisse se connecter. Donc là, on peut dire qu'il y a peut-être un petit coût, mais pour constituer les bases de données, en fait, elles existent déjà chez les opérateurs télécoms. Et donc toutes les informations qu'on va retrouver typiquement dans ces CDR, c'est le numéro de téléphone de la personne qui a appelé, le numéro de téléphone de la personne qui reçoit l'appel ou le SMS, un indicateur de direction. Donc est-ce que c'est une ligne qui concerne un appel entrant ou sortant, un identifiant de cellule. Ça c'est le plus important pour nous parce que l'identifiant de cellule permet une localisation géographique approximative. Forcément la date et l'heure, le type de communication, est-ce que c'est un SMS, un appel ou une connexion de données. Dans le cas d'un appel, on a en général accès à la durée. On peut avoir des informations sur l'appareil qui est utilisé. Donc il y a des codes standards pour savoir avoir un identifiant unique de l'appareil que vous utilisez. Donc c'est un code IMEI à 15 chiffres et là-dedans les 8 premiers chiffres déterminent le modèle de votre appareil. Donc en regardant ces chiffres-là, on peut savoir si vous utilisez ce qu'on appelle un feature phone, un téléphone basique, voilà, un iPhone, un téléphone Android, n'importe quelle marque qui existe. Il y a des tables pour savoir quel est l'appareil utilisé. Et donc toutes ces informations-là vont nous permettre de localiser les utilisateurs du réseau au cours du temps. Bien sûr, comme on peut les localiser, on sait comment ils se déplacent, on peut estimer quels sont les habitants d'une région qui vont voyager dans une autre région. Et donc c'est ça qu'on utilise pour alimenter nos tableaux de bord. Donc ça c'est le premier projet qu'on avait mené dans le domaine il y a quelques années pour prédire les risques de transmission de la malaria en Zambie. Et donc ce qu'on a fait, c'est voilà, un tableau de bord interactif. Donc ici c'est juste une capture d'écran. J'ai pas ajouté je peux pas faire de démo en direct du dashboard. Mais donc vous voyez les différents en bleu, c'est le taux d'incidence de la maladie. Et toutes les connexions que vous voyez représentent la mobilité, donc les échanges de personnes entre les différentes régions du pays. Notre objectif en créant ce tableau de bord aussi, c'est qu'il soit très visuel, très facile à comprendre, même pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer avec des données, et donc qu'ils puissent vraiment agir directement quand ils voient ça. Et ici, on a une représentation de l'incidence, du risque d'exportation de la maladie, risque d'importation, et ici, on fait simplement la différence entre les deux. Donc, comme je vous l'ai dit, une première approche, c'est-à-dire on va regarder les zones qui exportent beaucoup la maladie par rapport à ce qu'elles ne l'importent et donner priorité à celles-là. Donc ça, c'est la première chose qu'on a créée. Et dans ce même tableau de bord, on permet aussi de visualiser les régions dont on estime qu'elles vont avoir le plus grand impact sur l'ensemble du pays si on arrive à traiter la maladie à cet endroit-là. Et l'utilisateur peut zoomer sur cette région, attention, à nouveau une belle animation, et voir l'impact sur les autres régions du pays. Et donc ce qui est intéressant ici, vous voyez, bon, bien sûr, donc la région bleue, c'est la région cible qu'on se propose de traiter. Bien sûr, on voit qu'il y a quelques régions qui sont voisines et qui vont être impactées par un traitement de la maladie dans la région bleue, mais on voit aussi que à cause de la mobilité des gens, il y a des régions qui sont relativement éloignées qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement de cette maladie. Donc ça c'est le premier, le premier projet qu'on a mené dans le domaine, et on a étendu ce projet de différentes manières ces dernières années. Quelque chose d'assez récent qu'on a fait, c'est étendre ça. Donc au début, on se concentrait sur la malaria en Zambie. On l'a maintenant porté pour qu'il puisse prendre en compte différentes maladies dans un autre pays. Donc ici, il est étendu à Ebola, à la rougeole et à la malaria en Guinée. Et en fait, on a un modèle qui permettrait, bien sûr sous certaines hypothèses, mais de prendre en compte un ensemble important de maladies. C'est juste différents paramètres qu'on doit rentrer dans le système, mais donc qui pourrait permettre de déployer très rapidement la solution dans un nouveau pays pour une nouvelle maladie, pour autant qu'on puisse nous donner un
un indicateur de taux de transmission de la maladie, bon, même s'il il est constant ici, donc ça va juste permettre de remettre un petit peu à l'échelle les différentes données. Et on va prendre en compte différents types de mobilité. Donc pour la malaria, par exemple, les moustiques qui transmettent la malaria sont principalement actifs la nuit. Et donc, quand on calcule la mobilité, dans notre cas à partir de données d'opérateurs téléphoniques, on va essayer d'estimer quel est le nombre de personnes qui passent la nuit dans une autre région. S'ils vont juste visiter une autre région la journée, ils ne créent aucun risque d'échanger la maladie d'une région à une autre. Par contre, s'ils y passent la nuit, c'est là que le risque se crée. Alors que pour d'autres maladies, une simple présence peut traduire un risque. Et donc, on va adapter aussi la manière dont on calcule les mobilités, donc les petits coefficients alpha que vous voyez là, en fonction des différentes maladies. Et on crée donc de nouveau voilà, un tableau de bord interactif qui permet de cibler une région, de voir les risques voilà, d'incidence, import, export, etc., suivre l'évolution des différents paramètres, et qui donne donc de l'information aux acteurs locaux sur voilà, les zones à cibler en premier et les risques tout simplement de propagation de l'épidémie. Pour entrer maintenant vraiment dans le machine learning, donc de l'intelligence artificielle un peu plus avancée au niveau technique, on a étendu cette année le projet à Zika et la dengue au Brésil. Alors juste pour information, Zika, ça a fait un énorme buzz il y a 2 ans. C'est une maladie très sérieuse, mais ça fait aussi un gros buzz parce qu'il y avait les Jeux Olympiques au Brésil et que voilà, tout à coup, l'ensemble de la population mondiale s'est sentie concernée. Mais quand on discute avec les acteurs locaux, notamment maintenant au Brésil, pour eux, Zika, c'est un petit peu anecdotique par rapport à la dengue, qui est une maladie qui fait beaucoup plus de ravages et qui touche beaucoup plus de personnes sur place. Donc voilà, j'ai pas dit qu'il fallait pas s'attaquer à Zika, je dis juste que ce qu'on perçoit dans les médias ici est parfois un petit peu tronqué par rapport à la réalité du terrain, où la dengue est un problème beaucoup plus important pour eux. Et donc ce qu'on a voulu faire là, c'est vraiment créer un modèle prédictif. Donc ce que j'ai montré avant, c'est un modèle basé sur des règles qui permet d'estimer le risque d'échange d'une région à une autre, sans forcément aller jusqu'à dire on pense que l'incidence de la maladie dans cette région à tel moment sera de autant. Donc ici, on a vraiment essayé de franchir cette étape-là et de pouvoir quantifier exactement le nombre de personnes qui seraient infectées par la maladie. Donc on a fait ça dans l'état de Sao Paulo au Brésil. Et les caractéristiques qu'on a utilisées sont les données d'incidence passée, l'altitude, la population, la superficie d'une région, pour donc la région qu'on cible, mais aussi on a ajouté les caractéristiques des 10 zones avec laquelle la zone cible est la plus interconnectée en termes de mobilité qu'on voit sur le réseau téléphonique, et également les 10 zones qui présentent le plus grand risque d'importer la maladie en faisant tourner le modèle dont on a parlé avant. Donc on a quand même fait tourner exactement le même modèle basé sur des règles pour estimer pour chaque région quelles sont les 10 régions qui présentent le plus grand risque d'importer la maladie, et on a intégré ces caractéristiques-là dans les caractéristiques d'entraînement et de prédiction de l'incidence de la maladie dans différentes régions. Et on a entraîné différents types de classificateurs, donc une forêt d'arbres de décision, une régression linéaire type Ridge et une régression linéaire avec l'ASSO. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux-là. En fait, ce sont des régressions linéaires où on introduit simplement des termes de régularisation et pour le cas de l'ASSO de sélection de caractéristiques pour essayer de simplifier un petit peu les modèles et donc de sélectionner les caractéristiques les plus importantes et par là même de réduire l'overfitting, le surentraînement. Donc voici les taux d'erreur carré moyen qu'on a obtenu avec les 3 modèles. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un modèle d'ensembling qui est une combinaison linéaire de ces 3 modèles. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec une méthode aussi simple qu'une combinaison linéaire entre 3 modèles qui avaient des taux d'erreur moyens relativement élevés, on arrive très facilement
à réduire drastiquement ce taux d'erreur. Bon, juste un taux d'erreur, comme ça parle pas beaucoup, mais donc voici les résultats des prédictions qu'on obtient. Donc ici, c'est juste avec voilà, une droite de régression. Ça fonctionne même un petit peu mieux avec une parabole, puisqu'on va chercher un petit peu plus haut les points là-bas. Mais donc on a un coefficient de corrélation qui est assez élevé, 0,93. Voilà, comme vous voyez, on fait un petit peu d'erreur, on sous-estime un petit peu l'incidence pour les valeurs élevées. On suit quand même relativement bien la tendance pour les valeurs intermédiaires et faibles. Et donc tout ça s'est traduit dans un nouveau tableau de bord qu'on a créé donc pour les acteurs locaux au Brésil et qui est basé sur les mêmes principes. Donc on a toujours une carte interactive qui permet de visualiser les différentes régions, de faire des zooms. Donc quand on clique, on a des informations détaillées sur la région qu'on cible. Et là, voilà, la grande différence, c'est que non seulement ici on affiche les incidences passées, et donc tout est en portugais parce que c'était au Brésil. Donc on affiche les incidences passées, on affiche aussi une prédiction de l'incidence future. Et ce que vous voyez ici en dessous, c'est le nombre d'actions que le ministère de la Santé a menées dans cette région-là. Et donc de nouveau, en regardant les différentes régions, en combinant les deux types d'informations, le ministère de la Santé peut voir quelles sont les régions dans lesquelles il est probablement utile d'agir, ou bien qu'ils ont déjà beaucoup agi, mais ils n'arrivent pas à réduire le risque, et donc essayer d'améliorer l'efficacité de leurs actions. Voilà pour ce chapitre, je veux dire santé publique, réduction des épidémies. Et donc je vous propose maintenant de passer à la suite, qui est la détection des crises alimentaires. Donc ici on va commencer par quelques principes qui sont basés sur de nouveau les données télécom, et puis on va s'attaquer aux images satellites. Et donc je vais vous montrer les principes généraux, parler un petit peu des données qu'on utilise pour l'entraînement, et bien sûr vous montrer les résultats. Donc nos travaux dans le domaine ont démarré suite à des publications scientifiques auxquelles ont participé d'ailleurs certains de mes anciens collègues, qui montrent qu'il y a une corrélation entre la consommation téléphonique, donc l'argent qui est dépensé pour les communications téléphoniques, et l'argent qui est dépensé pour se nourrir. Et donc de ce principe-là, on peut se dire, dans les régions où on voit que les gens dépensent très peu pour leur téléphone, sont probablement des régions très pauvres, où les gens ont très peu d'argent pour se nourrir, et donc potentiellement des régions à risque. On est allé un petit peu plus loin que ça aussi, en se disant, on peut suivre l'évolution de la consommation téléphonique, pré-cibler les régions dans lesquelles on voit qu'il y a une consommation très faible et donc dont on peut déjà se dire que ce sont des régions faibles, et entraîner un modèle prédictif qui va nous permettre de voir quand la consommation est en dessous de ce qu'on aurait prédit de l'évolution passée. Et donc, si elle est en dessous de nos prédictions, ça indique probablement qu'il y a un choc à ce moment-là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe, et potentiellement il y a une crise alimentaire, et les gens sont tellement en recherche de nourriture qu'ils diminuent encore leurs dépenses téléphoniques, ils consacrent l'entièreté de leur argent à essayer de se nourrir, ce qui est la priorité numéro 1. Il y a d'autres études, donc ça c'était notre hypothèse de base. Il y a d'autres études qui ont montré par la suite dans d'autres régions d'Afrique qui voyaient en fait une augmentation de la consommation téléphonique au moment des crises. Et ça peut s'expliquer par le fait que les gens sont dans le besoin et vont essayer de contacter leurs proches, éventuellement dans d'autres régions du pays, pour appeler à l'aide. Donc dans les deux cas, si on arrive à bien modéliser la consommation téléphonique, qu'on arrive à bien cibler les régions pauvres et qu'on détecte qu'il y a un choc, donc qu'il y a une consommation qui sort du modèle, qui est en contradiction avec nos prédictions, on peut informer les acteurs locaux et leur dire attention, il y a quelque chose qui se passe là et qui est potentiellement révélateur d'une crise alimentaire. Et donc ça, c'était l'idée de base d'un premier tableau de bord qu'on a réalisé
sur le sujet en Ouganda cette fois. Et donc voilà, ce qui est important que je voulais montrer, c'est qu'on suit vraiment l'évolution de la consommation téléphonique. Vous le voyez peut-être pas très bien, mais il y a une petite zone un petit peu jaunâtre ici qui est la prédiction des dépenses futures. Et en fait, on voit que dans la réalité, on est largement en dessous des prédictions. Et donc ça va générer une alarme qui peut être utilisée par les acteurs locaux et dire attention, il se passe quelque chose dans cette région-là. Donc ça, c'est un premier modèle basé sur des règles qu'on a mis en place en Ouganda. Mais on a voulu aller plus loin et exploiter les données satellites. Et donc, je voudrais commencer juste par quelques petits rappels sur la vision, sur le traitement d'images, pour vous expliquer les différents principes. Donc, comme vous le savez, les différents objets qui nous entourent réfléchissent les ondes électromagnétiques et notamment les ondes lumineuses, émises par le soleil notamment. Et en fonction des ondes réfléchies, on va percevoir différentes couleurs. Donc bien sûr, l'image n'est pas à l'échelle, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc on peut utiliser toute une série de capteurs, et notamment il y a pour l'instant un certain nombre de satellites qui gravitent autour de la Terre, vous le savez, et qui sont équipés d'une série de capteurs qui vont prendre des informations dans différentes bandes de fréquences. Donc ici, si on fait l'hypothèse qu'on a 4 capteurs pour une bande de fréquence dans le rouge, dans le vert, dans le bleu et dans le proche infrarouge, de manière schématique, si ces capteurs essaient de capter l'image qu'on voit ici, ils vont nous générer 4 images, une dans une bande de rouge, vert, bleu, et dans le proche infrarouge. Bien sûr, on n'est pas capable de le voir, mais bien sûr, c'est juste une matrice de nombres, et donc on peut traduire ça en niveau de gris, de la même façon que ceux-ci aussi sont simplement des nombres qu'on peut remapper après sur des cartes de différentes couleurs. Donc ça, c'est le principe de base. Est-ce que vous savez combien ça coûte une image haute résolution, une image satellite haute résolution au kilomètre carré à l'heure actuelle? Non. Donc on est pour l'instant de l'ordre de $24 du kilomètre carré. Donc voilà, si on veut acheter juste 1 km carré, ça a l'air abordable. Quand on veut couvrir des régions entières, comme on veut le faire ici, de 100 km par 400, ça veut dire que pour chaque date où on voudrait une image, on devrait dépenser $1 million. Ouais, il y a peut-être des boîtes qui peuvent se le permettre. Nous, on n'en est pas encore là. Et donc, pour le moment, on utilise des images qui sont disponibles publiquement et qui ont une résolution de 10 mètres. Donc, quand je parlais de haute résolution avant, on a maintenant des satellites commerciaux qui prennent des images de l'ordre de 10 à 50 cm de résolution. Et nous, pour l'instant, on utilise donc des images à 10 mètres, et donc c'est la représentation schématique, un peu pixelisée des images qu'on a vues avant, mais vous allez voir qu'on peut faire déjà pas mal de choses avec ça. Et donc pour résumer, quand on a un satellite qui prend ce genre d'image, pour chacun des pixels, il va tout simplement nous donner une information du niveau d'intensité dans les différentes bandes de fréquences qui sont captées, donc ici le bleu, le vert, le rouge et le proche infrarouge. Et comme on l'a déjà dit, différents objets vont réfléchir différemment la lumière. Donc ici, on a 4 matériaux différents, le soja, la terre, l'orge et l'eau. Et vous voyez qu'ils ont, en fonction des bandes, en fonction des fréquences, ils réfléchissent vraiment différemment la lumière. Donc on se base là-dessus pour essayer de distinguer les différents objets à partir d'images satellites ou même de photos, on pourrait le faire. Mais donc ici c'est l'idée des satellites qui sont lancés. Par exemple, le satellite Sentinel-2 qui prend des informations dans 13 bandes de fréquences différentes qui sont réparties de manière intelligente normalement pour pouvoir distinguer un maximum différents matériaux. Et donc on a une partie dans le spectre visible, une partie dans l'infrarouge proche, une partie dans l'infrarouge intermédiaire. Et une fois qu'on a ces informations-là pour chacun des pixels, on peut commencer à essayer de faire des cartes qui vont nous dire quel est le type de culture qui apparaissent à différents niveaux d'un pays. Donc on va vraiment se baser sur cette information-là, la signature spectrale de chaque composant pour essayer de déterminer
le type de culture. Mais en plus de ça, on veut estimer le niveau de récolte. Donc on veut pas juste dire, ok, là on cultive du maïs, on veut pouvoir estimer, pour pouvoir prédire les crises alimentaires, si la production va être élevée ou pas, à quel niveau elle va être par rapport aux années précédentes, etc. Et donc de nouveau pouvoir détecter les chocs, pour voir quand il y a une catastrophe et une production qui va être nettement moindre, soit aux années précédentes, soit à la quantité qu'on estime nécessaire pour nourrir l'entièreté de la population. Et pour prédire ça, on va se baser sur des séries temporelles. Et donc on va regarder pour les différentes cultures qu'on veut suivre, l'évolution de la verdeur au cours de la saison. Et simplement, il y a des modèles qui permettent de relier l'intégrale sous la courbe de verdeur à la production, donc le nombre de kilos de biomasse produite par la plante. Et donc ça nous permet de faire différentes cartes qui montrent pour chaque région quel est le nombre de kilos produits par unité de surface. Donc tout ça c'est très bien. Maintenant ce qu'on veut faire c'est essayer d'automatiser ça. Vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas faire ça à la main, de nouveau pour une région de 100 km par 400, et employer des personnes qui vont pixel par pixel et au cours du temps essayer d'estimer le type de culture et le niveau de production. Et donc les données d'entraînement qu'on a utilisées et récoltées ont été récoltées lors de 2 campagnes différentes dans la région d'Ouganda qui nous intéressait. Donc il y a une région extrêmement pauvre au nord-est de l'Ouganda qui s'appelle Karamoja. Donc la première source de données vient d'une campagne qui a été menée par le World Food Programme en juillet 2017, dans laquelle ils ont relevé les coordonnées et le type de culture de 830 champs, principalement du sorgho et du maïs, et aussi pour pouvoir entraîner le modèle avec autre chose que des champs, donc 843 autres points, par exemple des prairies, des forêts, des terrains de football, des routes, etc. On a enrichi ces données avec une deuxième campagne qu'on a organisée nous-mêmes et dans laquelle on a relevé de nouveau les positions, le type de culture et la quantité de biomasse produite pour 250 champs, donc 125 de sorgho, 125 de maïs. Et donc pour faire ça, ça a représenté pour nous une campagne de terrain de 4 semaines. Donc c'est un de mes collègues qui s'est rendu sur place dans la région de Karamoja en Ouganda et qui a géré une équipe de 16 collaborateurs, donc 16 personnes qui sur le terrain allaient prendre les mesures des différents champs. Donc c'est une région qui est très pauvre, dans laquelle il est difficile de se déplacer. Et donc chacun de ces employés prenait les mesures de 1 à 2 champs par jour. Donc voilà, évidemment il y a un petit peu de temps qui est passé sur place, mais la principale difficulté c'était de se déplacer d'un endroit à un autre. Donc ça a nécessité 4 semaines de campagne et ça nous a permis d'obtenir donc bien sûr la position et le type de culture de chaque champ pour pouvoir entraîner et valider ce qu'on appelle le masque de culture. Donc le masque de culture, et vous prenez une image, dessus il va y avoir des cultures et d'autres choses, des bâtiments, de nouveau un terrain de football, n'importe quoi d'autre. Et on veut faire un premier masque qui va nous permettre de détecter les champs dans cette image. Et la deuxième information qui est utile pour nous sont les index de production et de récolte pour chacun des champs qui vont nous permettre de calibrer l'estimation de la quantité produite. Donc la différence entre production et récolte. Production, on considère toute la biomasse qui est produite par donc une culture. La récolte, c'est la quantité consommable. Donc quand vous avez des plantes, par exemple de maïs, ça génère une certaine quantité de biomasse, mais on ne va pas forcément manger toute la plante. Et donc on distingue le niveau de production et l'index de récolte qui est la quantité qu'on va vraiment pouvoir consommer. Sur base de ces données d'entraînement, on a donc entraîné des modèles et on s'est basé sur une librairie qui est disponible gratuitement et qui est développée entre autres par l'UCL, qui s'appelle Sen2Agri, donc c'est pour Sentinel-2, donc c'est le nom du satellite, vers l'agriculture, et qui nous permet de gérer assez efficacement
et facilement. Le téléchargement de toutes les images, donc, de nouveau, c'est un volume assez important. Ici, on était aux environs de... Donc pour l'entièreté de la saison, on avait environ 10 terabytes de données à télécharger, et donc la librairie s'occupe elle-même de télécharger les données, de réaliser certaines corrections atmosphériques. Donc les images que je vous ai montrées avant sont relativement simples, mais bien sûr il y a de temps en temps des occlusions, il y a des nuages qui perturbent certaines images, et donc l'algorithme est capable de corriger certains phénomènes. La librairie va également constituer les séries temporelles qui sont utiles à la fois à la détection du type de culture, mais également à la détection de la production, et entraîner les deux modèles, masque de culture et type de culture. Le modèle qui est utilisé sont des forêts d'arbres de décision qu'on a séparé en 75, on a séparé les données à 75% pour l'entraînement, 25% pour la validation. Et donc vous voyez ici les taux de precision et recall pour les différents modèles qu'on a entraînés. Donc en premier lieu, le masque de culture, une précision 89%, recall 71%. Donc juste pour rappel, ici ça veut dire que 89% des zones qui sont détectées par notre algorithme comme étant des champs sont effectivement des champs. Et recall, ça veut dire qu'on a détecté 71% des champs sur l'ensemble des champs de la base de données. C'est important d'avoir un taux relativement important pour le precision, notamment parce qu'on veut estimer la biomasse derrière, et donc on n'a pas envie de commencer à estimer la biomasse pour des choses qui en fait ne sont pas des cultures. Et donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un taux plus important pour precision éventuellement que pour le recall. Et ensuite donc on a entraîné deux algorithmes qui permettent parmi les différentes cultures d'essayer de détecter si c'est du sorgho, du maïs ou autre chose. Et donc vous voyez aussi les différents taux de reconnaissance, precision et recall pour ces deux types de cultures. Donc ça c'est le modèle qu'on a entraîné. Bien sûr derrière il y a aussi une estimation de la quantité produite, et de nouveau on a délivré un tableau de bord interactif à nos clients sur le terrain pour pouvoir faire un suivi des cultures dans la région de Karamoja, pour voir quelles sont les régions qui produisent beaucoup, quelles sont celles qui produisent moins, soit de manière absolue, soit par kilomètre carré, etc. Donc de nouveau pouvoir faire un suivi, pouvoir informer les acteurs de terrain de où il pourrait potentiellement y avoir des crises, quelles sont les régions qui produisent beaucoup moins que d'autres et qui donc peut-être ont été affectées par des phénomènes climatiques, des inondations, de la sécheresse, etc., qui ont réduit drastiquement la production. Donc on montre voilà, la répartition des types de cultures, etc. Voilà, quelque chose qui est probablement intéressant pour vous au niveau machine learning, c'est de se dire, on a réalisé ce tableau de bord en récoltant sur le terrain des données pour 0,017% de la zone qu'on veut couvrir. Donc voilà, c'était une campagne de 4 semaines pour nous. On a utilisé un petit peu de données supplémentaires, mais je suppose que vous imaginez le rapport de force, la quantité de travail qui aurait été nécessaire pour faire ça à la main par rapport à voilà, essayer de récolter les données nécessaires à entraîner un modèle et entraîner ce modèle qui fait peut-être quelques erreurs, mais donc qui est au final nettement moins coûteux que d'essayer de faire ça à la main. Et comme on dispose aussi des données d'un opérateur de télécommunication en Ouganda, on a aussi fourni un tableau de bord qui montre la mobilité, le phénomène qu'on va appeler des phénomènes de migration d'une région à l'autre. Donc on regarde quelle est la zone de résidence qu'on estime pour chaque utilisateur d'un mois à l'autre, et on calcule le nombre de personnes qu'on voit se déplacer d'une région à l'autre, d'un mois à l'autre. Et l'intérêt là-dedans, c'est de dire probablement que s'il y a une crise alimentaire, ça va pousser les gens à se déplacer, voilà, essayer d'aller chercher de la nourriture ailleurs, et donc d'utiliser ça aussi pour informer les acteurs locaux et dire voilà quels sont les phénomènes qu'on voit à partir des données de mobilité, quelles sont les régions desquelles on voit qu'il y a le plus de personnes qui s'en vont, et éventuellement croiser ça avec les données d'estimation de récolte par image satellite dont on a parlé avant.
Et donc pour terminer cette petite présentation, je voulais vous parler de nos travaux qui permettent de distinguer les hommes et les femmes parmi les clients d'opérateurs de télécommunications. Donc juste pour vous donner un petit peu de contexte, connaître le genre des clients ou la segmentation des clients a bien sûr un intérêt dans différents domaines. La première chose à laquelle on penserait ici en Belgique, c'est de faire du marketing ciblé, donc pouvoir afficher un message qui est approprié à chacune des personnes qu'on rencontre pour essayer de maximiser les ventes, tout simplement. Bien sûr, ça a des impacts aussi en santé publique. C'est le cas en Belgique et dans les pays développés, probablement encore plus dans les pays en voie de développement. Pouvoir faire des campagnes, par exemple, qui ciblent les femmes par rapport à certains problèmes, qui ciblent les femmes qui sont peut-être susceptibles d'être enceintes pour essayer de s'assurer qu'elles voient au moins un médecin sur la durée de leur grossesse, ce genre de choses qui sont pas forcément, voilà, qui paraissent évidentes ici en Belgique, mais qui sont pas forcément une réalité partout dans le monde, et donc pour lesquelles avoir des communications ciblées, bien sûr la contraception, etc., tout ce genre de choses auxquelles on peut penser et pour lesquelles connaître le genre des personnes peut avoir un impact. Bien évidemment, on se sert de ça et c'est ce qu'on veut mettre en avant chez Dalberg pour réduire les inégalités. Notamment au niveau de l'accès à la technologie. Je vous ai dit qu'on travaillait sur plusieurs projets d'inclusion financière. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer de s'assurer que les hommes ne sont pas toujours entièrement maîtres des finances d'un ménage, mais que les femmes ont aussi accès aux services financiers de base, ont aussi une certaine indépendance financière. C'est d'ailleurs intéressant au niveau marketing, parce qu'il a été montré dans plusieurs pays que les femmes sont des clientes plus fiables pour le microcrédit et donc probablement une meilleure source pour les entreprises qui veulent proposer du microcrédit. Et donc voilà, on rejoint un peu l'aspect marketing et commercial, mais donc c'est un intérêt aussi d'inclure les femmes dans tous les modèles financiers. Au niveau du contexte, toujours, de nouveau, ça peut paraître évident ici. Je pense qu'on est tous clients d'un opérateur majeur de téléphonie mobile et on sait tous qu'ils ont des données sur nous et notamment des données de base qui sont notre prénom, notre nom, notre date de naissance, notre sexe, notre adresse. Donc voilà, ça existe ici en Belgique. C'est de nouveau pas forcément le cas dans les pays en voie de développement. Et il y a beaucoup d'opérateurs téléphoniques qui ont une base de données, mais dont on sait qu'elle est très peu fiable, notamment parce que on peut acheter une carte SIM pour une autre personne, ce qui est un petit peu possible en Belgique aussi, mais beaucoup plus développé dans d'autres pays, et notamment dans d'autres pays où les femmes sont potentiellement moins mobiles, moins encouragées à sortir, à aller dans les magasins, et où très fréquemment une carte SIM va être enregistrée par un homme qui va ramener la carte SIM à sa compagne, à son épouse, et donc en fait dans la base de données le sexe sera masculin, mais le client réel est une femme. Donc, les opérateurs vont avoir une base de données, mais pas toujours très fiable, comme vous allez le voir après. Et donc, voilà, tout ça rentre dans des campagnes de promotion qui sont également menées par les Nations Unies, notamment les Sustainable Development Goals, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà, nos travaux dans ce domaine touche plusieurs des objectifs des Sustainable Development Goals, bien sûr l'égalité financière, mais également un objectif de réduire la pauvreté et d'améliorer la santé de tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant pour essayer d'améliorer la situation et essayer de mieux repérer ou distinguer les genres parmi les clients d'opérateurs téléphoniques? Mais comme je vous l'ai dit, leurs bases de données clients sont très peu fiables, donc c'est pas forcément une source d'entraînement de modèles très utile, si on sait qu'il y a beaucoup d'erreurs déjà au départ. Et donc ce qu'on a réalisé ici dans un projet qu'on a mené au Bangladesh, c'est une enquête auprès de 15 000 clients, donc avec un partenaire sur le terrain qui a appelé
15 000 abonnés de l'opérateur téléphonique, simplement pour poser quelques questions, mais le plus intéressant pour nous était de connaître réellement leur genre. Donc c'est un opérateur téléphonique qui a à peu près 40 millions de clients au Bangladesh, et donc voilà, 15 000 sur 40 millions, on a en fait des mesures des mesures d'entraînement et de validation pour 0,04% des clients. Et quand je vous disais que les fichiers dont ils disposent chez l'opérateur téléphonique ne sont pas forcément fiables, de par les appels qu'on a menés, on voit qu'il y a à peu près 30% de femmes dans la clientèle de cet opérateur téléphonique-là, alors que si on compare pour les mêmes numéros de téléphone à leur base de données clients, il n'y avait que 13% de femmes, donc ça fait quand même une différence assez importante. Donc ça c'est voilà, vraiment au niveau récolte de données d'entraînement et de validation. Ensuite on a calculé un ensemble de caractéristiques d'utilisation du téléphone, donc un peu plus de 160 caractéristiques, certaines qui s'attachent au profil d'appel. Voilà, est-ce que vous utilisez des données, à quel volume, combien de fois vous émettez un appel par jour, combien de fois vous en recevez un, pareil pour les SMS, etc. Certains indicateurs de mobilité. Donc voilà, combien d'antennes différentes relaient vos communications, voilà, quel est le nombre total de régions différentes dans lesquelles vous êtes déplacé, quel est ce qu'on appelle le rayon de votre rayon de giration. Donc c'est un peu une mesure de voilà la zone, le nombre de kilomètres dans lequel vous évoluez. Et certains indicateurs sociaux, donc combien de contacts différents vous avez, combien de contacts entrants, sortants, etc. La densité de votre réseau social. Donc réseau social ici c'est au sens des communications téléphoniques. On n'a pas accédé aux données Facebook ou quoi que ce soit. Donc c'est juste voilà les personnes avec lesquelles vous êtes en communication sur votre téléphone. Avec ces caractéristiques-là, on a créé donc une librairie qui entraîne 5 modèles différents. Donc la librairie est en Python et elle utilise la technologie Spark pour distribuer un petit peu les calculs. Donc 5 modèles, prédiction linéaire, support vector machine, k-nearest neighbors, forêt d'arbres et XGBoost. Et donc ce qu'on a fourni, c'est vraiment un algorithme, je veux dire, clé sur porte, dans lequel l'opérateur téléphonique doit juste plugger ces données, les données qu'il récolte, donc les call detail records dont j'ai parlé précédemment. La librairie va elle-même extraire les caractéristiques, va elle-même entraîner les différents modèles, sélectionner le meilleur modèle et faire finalement la prédiction du genre pour l'entièreté de la clientèle. Et donc juste quand on regarde les données de validation qu'on avait gardées, voici les différents taux qu'on a obtenus. Donc une précision de 84% et precision et recall pour cibler les femmes qui sont un petit peu en dessous. Donc bien sûr parce qu'il y a quand même plus d'hommes dans la base de données. Donc ça c'est le travail qu'on a effectué. Juste pour terminer là-dessus, un petit quiz. Donc bien sûr là c'était au Bangladesh, donc c'est peut-être pas exactement la même chose en Belgique. Je vous invite pas à tirer des conclusions directement là-dessus sur l'utilisation des téléphones en Belgique et si on trouverait les mêmes variables. Mais donc si je vous donne ces 10 caractéristiques qu'on a estimées dans notre modèle, donc il y en avait 160, donc beaucoup plus. Mais la question c'est lesquelles de ces caractéristiques est-ce que vous pensez qui sont les plus déterminantes du sexe des utilisateurs? Donc la première c'est le volume moyen d'une connexion de données, la deuxième le nombre total de contacts différents, troisième le rayon de giration, quatrième les dépenses totales en pack data, donc vous achetez, c'est beaucoup le cas, on a peut-être moins ça ici, mais c'est beaucoup le cas dans les pays en voie de développement, vous achetez un pack de 10 gigas, un pack de 5 gigas et les gens rechargent spécifiquement pour ces types de packs là. Le nombre d'appels et d'SMS sortants, le nombre de contacts distincts appelés, le nombre d'antennes différentes qui ont relayé les communications, le montant moyen des recharges, le fait que vous êtes un habitant d'une région rurale ou urbaine, ou bien la durée moyenne d'un appel entrant. Là-dedans, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus prédictif du genre?
On a entendu rayon de gyration. Hein. J'ai entendu beaucoup de personnes répondre en même temps et donc j'ai pas vraiment compris les réponses. C'est le rayon de gyration. Donc ça, c'est quelque chose qui rassemble beaucoup d'avis. Effectivement, c'est dans les variables les plus importantes. Ce qui est assez discriminant, c'est la durée moyenne d'un appel entrant, qui est plus élevée pour les femmes que pour les hommes. Donc de nouveau, je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique. On avait vu quelque chose de similaire en Ouganda. Mais donc voilà. Le nombre total de contacts différents qui est plus élevé pour les hommes que les femmes. Tout ce qui est lié à la mobilité, comme vous le pensiez, donc le nombre d'antennes différentes ayant relayé les communications au rayon de gyration, qui est plus important pour les hommes que les femmes, le nombre de contacts également, et le montant moyen des recharges, qui est un peu lié à une problématique que je citais avant. Peut-être que les hommes dans certains pays ont plus accès aux ressources financières que les femmes, ou ont plus tendance à dépenser que les femmes. Et donc c'est prédictif aussi, en tout cas au Bangladesh, du genre. Et le reste des caractéristiques dont on a parlé sont nettement moins discriminantes, moins utiles pour ce problème-ci, en tout cas au Bangladesh. Et donc voilà, comme je l'ai dit, notre librairie va automatiquement sélectionner les modèles et faire la sélection de features en fonction des données d'entraînement locales. Donc on est en train d'essayer de répliquer ça dans d'autres pays, et l'objectif, voilà, c'est vraiment de pouvoir dire on intègre juste les données de base, et puis tout le modèle va automatiquement faire les prédictions, voilà, estimer quel est le meilleur modèle, nous donner un taux de précision, etc. Voilà, donner les prédictions. Donc pour conclure, je pense que de tout ce que j'ai dit, il ressort que l'intelligence artificielle a un rôle important à jouer dans le domaine de la santé et dans le domaine du développement, très certainement. Je me suis beaucoup centré sur les pays en voie de développement, qui sont les pays où nous sommes actifs pour le moment. Il est évident qu'il y a des applications en santé publique aussi dans les pays développés. Donc certainement l'intelligence artificielle a une énorme place, un énorme rôle à jouer là-dedans. Je voulais juste, pour terminer, attirer votre attention sur le fait que le choix des technologies est important et qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps de deep learning, etc. C'est évidemment génial quand on a les données, quand on a les moyens pour le faire, mais comme vous l'avez vu dans tout ce que j'ai présenté, pour certains problèmes, en fait, on utilise des modèles très simples, parfois tout simplement basés sur des règles. Et donc, le choix des modèles qu'on va faire dépend de tout un ensemble de facteurs différents. Les données qui sont disponibles ou récoltables. Vous avez vu qu'on a mené nous-mêmes quelques campagnes pour aller chercher les données sur le terrain. L'existence de règles. Est-ce qu'on a déjà un modèle basé sur des règles qui fonctionne relativement bien ou pas? Le budget, bien évidemment. Et donc là, je m'adresse principalement aux étudiants, profitez-en. Il y a beaucoup d'avantages pour les étudiants, notamment quand je parlais précédemment des images satellites, qui coûtent pour nous à peu près 24 $ du kilomètre carré. Google met à disposition des étudiants gratuitement des images haute résolution. Donc voilà, utilisez-les, faites-vous plaisir, de nouveau, profitez-en. C'est pas une raison pour prolonger ses études forcément, mais voilà, vous avez accès à des choses qui sont pas forcément disponibles dans l'industrie, et donc il y a certainement des avancées qui peuvent être apportées par vous aussi, des projets qui peuvent être menés par des étudiants. Bien sûr, le temps dont on dispose. La nécessité de pouvoir expliquer les décisions, je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur pour le moment. Il y a beaucoup de questions éthiques sur les modèles, et il y a beaucoup, quand on va sur le terrain, il y a beaucoup de clients qui ont envie de comprendre comment les décisions sont prises. Et donc c'est une approche qu'on n'a peut-être pas forcément au niveau universitaire, dont je viens aussi, hein, c'est pas du tout une critique, mais où, voilà, on est peut-être plus orienté résultat et essayer d'avoir un maximum de performance de classification, et où on peut croire que la faculté d'expliquer les décisions est secondaire. Quand on est sur le terrain,
et qu'on discute avec des personnes qui sont moins habituées à traiter avec ce genre de système, on voit voilà, qu'il y a un peu de réticence à utiliser des modèles qu'on ne pourrait pas expliquer, et donc ça joue aussi sur les modèles qu'en pratique on va développer, parce que le but c'est quand même qu'ils les utilisent au final, et donc on doit tenir compte de leur volonté, et bien sûr la volonté de répliquer à d'autres contextes, qui va influencer également les modèles qu'on choisit, et pour lesquels parfois avoir des modèles très simples et donne plus de facilité à déployer dans d'autres pays ou pour d'autres maladies, etc., qu'avoir des modèles plus complexes qui nécessitent plus de données, mais où le risque est que les données soient très localisées ou très descriptives du problème précis qu'on veut décrire, mais que le jour où on veut déployer la même approche ailleurs, on doit recommencer une récolte de données qui potentiellement est extrêmement coûteuse, etc. Donc voilà, tous ces facteurs qui vont jouer sur la décision qu'on prend. J'en reste là, je vous ai mis mon adresse email et mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas si vous avez des questions après aujourd'hui, ou si vous voulez entrer en contact pour un projet ou l'autre, vous avez mes coordonnées ici. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai été clair, mais j'espère aussi qu'il y a quelques questions qui vont suivre. Voilà. Oui, la question c'est par rapport au modèle que vous avez mis en place relatif à l'agriculture. En fait, c'est bon, ok, vous avez collecté des données, entraîné un modèle, validé le modèle par rapport aux données collectées. A posteriori, une fois le système mis en place dans les pays, avez-vous des process qui sont mis en place pour continuer à valider que le modèle reste performant? C'est une très bonne question. Donc on est en discussion avec l'organisme qui finançait le projet pour voir justement comment on peut voilà, continuer ce projet-là et qu'il puisse continuer à vivre. Au niveau de la validation, je pense qu'il y a eu que deux moyens de le faire. C'est qu'on mène nous-mêmes une nouvelle campagne dans le futur pour voir comment notre modèle évolue dans le temps, ou bien comme on l'a fait dans le passé, qu'on trouve une autre source de données qui permet de le faire. Mais donc on va suivre ça attentivement et voir comment on peut performer à ce niveau-là. Donc tout ce qu'on avait fait au niveau un peu plus technique était, donc on avait un serveur qui était dans nos locaux. On a maintenant transféré le serveur chez l'organisme qui finançait, donc c'est entre leurs mains avec une solution qui est intégrée. Donc pour l'instant c'est un petit peu plus chez eux, mais on est toujours là pour voilà, pour les aider, voir comment ça va évoluer, et on essaye nous de lancer d'autres projets dans le domaine dans lesquels on va pouvoir réutiliser ça, exploiter un peu plus, voir s'attaquer à d'autres problèmes, par exemple toujours sur base d'images satellites, essayer de cartographier la pauvreté, donc voilà, qui est le même genre d'approche, je vais dire, qui va nécessiter le même genre de stratégie technique, pas exactement les mêmes données de terrain et pas exactement la même chose qu'on prédit, mais qui est sur le même domaine. Merci. J'avais une question concernant le caractère privé de ces données. Est-ce que, par exemple, en Europe, on aurait également accès à ces données des opérateurs télécoms? Je pense qu'on peut l'avoir. Nous, on l'a pas. Donc, voilà, très, très clairement, on n'a pas de projet avec des opérateurs télécoms en Europe pour le moment. Maintenant, il faut pas se leurrer, les opérateurs télécoms eux-mêmes ont ces données et les commercialisent. Donc, voilà, Elles sont pas protégées? Elles sont de mieux en mieux protégées, notamment avec le GDPR en anglais, RGDP. Les applications santé, c'est bien, mais à mon avis, les applications au niveau marketing, elles doivent être... Oui, mais donc ils ont des données, tout dépend des droits que les utilisateurs leur donnent, tout dépend des projets qu'ils mènent, la façon dont les données sont agrégées, etc. Donc ça, c'est le même genre de problématique que nous, auquel on fait face aussi en dehors de l'Europe. Mais donc très clairement, les opérateurs récoltent ces données. Après, la question c'est est-ce qu'ils peuvent les commercialiser, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Mais ils sont légalement, donc les CDR dont je parlais, ils sont légalement obligés de les collecter. Et donc normalement,
tous les clients doivent maintenant, avec la réglementation générale de protection de données, avoir accès à un formulaire qui leur permet de dire si oui ou non ils veulent que leurs données soient potentiellement utilisées à d'autres fins que simplement pouvoir justifier leur facture. Mais je n'ai pas les chiffres en Belgique, mais j'imagine qu'il y a un ensemble important de personnes qui laissent leurs données accessibles à un certain niveau et qui permettent à l'opérateur télécom de les commercialiser. Et quelle est la précision de ces CLID? Ça dépend très fort des régions, donc ça dépend de la densité des antennes. Donc en ville, on va être à quelques dizaines ou centaines de mètres, vraiment dans les endroits les plus densément peuplés. En pleine campagne, on peut avoir des dizaines de kilomètres d'écart entre deux antennes. Donc c'est vraiment, c'est nettement moins précis que des données GPS. Donc localiser qu'on est dans un centre commercial, par exemple. En Recevoir des ville, petits SMS. en ville, on pourrait le faire. Après, ça dépend ce qu'on veut faire et où. Je pense que si on veut faire ça dans les pays développés, il y a d'autres techniques qui sont utilisées actuellement, notamment avec toutes les connexions Wi-Fi, et qui ont plus de précision que les CDR. Des centres commerciaux maintenant qui affichent, enfin ils sont obligés d'afficher comme pour les caméras, ils affichent comme quoi ils traquent les MAC address des smartphones. Concernant les modèles qui permettent de discriminer hommes-femmes pour les communications téléphoniques. Donc, tu parlais de 5 modèles, enfin plusieurs modèles, SVM, XGBoost et tout ça. C'est fusionné après, ou alors vous sélectionnez l'un ou l'autre en fonction de certaines circonstances? Oui, c'est une bonne question. Pour l'instant, ils sont pas fusionnés, donc on entraîne indépendamment les 5 modèles. On garde le meilleur et on applique ça pour prédire sur le reste de la base de données. Mais voilà, très clairement, il y aurait un intérêt à étudier aussi tout ce qui est ensemble, voire rajouter plus de modèles dans l'outil. Donc certainement dans les pistes de développement futures. C'est un projet qu'on a mené avec la GSMA qui a un réseau d'opérateurs téléphoniques. Et donc forcément on avait un certain budget, un certain temps pour réaliser le projet et le délivrer. On a respecté ces contraintes-là, mais certainement il y a encore des choses à améliorer et on pourrait aller plus loin. Parce que les résultats qu'on a eus sont très bons par rapport à la littérature. Donc voilà, on était plutôt content du projet, mais c'est sûr qu'on peut toujours l'améliorer et notamment combiner les différents modèles. C'est une piste qu'on n'a pas eu l'occasion d'explorer sur ce projet-là. Ok, merci. Monsieur Nieda, la question que je pourrais poser, c'est est-ce que vous collaborez avec l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir retrouver l'origine de la maladie qui s'est développée? Et donc c'est quand même une importance vis-à-vis de la propagation, etc. Tout à fait. Donc il y a des personnes qui travaillent là-dessus, pas nous pour le moment, mais ça fait partie aussi des choses qu'on peut essayer de faire et de l'utilité des données de mobilité et notamment des données téléphoniques qu'on peut combiner donc avec des modèles de propagation d'épidémie pour essayer de retrouver le foyer, la source initiale d'une maladie. Il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus, mais pas nous à l'heure actuelle. S'il n'y a plus de questions, j'en ai une pour vous, parce qu'il y avait beaucoup un buzz autour des mots big data, etc. J'ai essayé d'éviter ces mots-là pendant ma présentation, aussi parce qu'il n'y a pas une définition claire. Tout ce qu'on fait, nous, tout ce qu'on a présenté, tout ce que j'ai présenté ici, et même ce qu'on utilise dans les autres projets, pour l'instant, tourne sur un seul serveur. Parfois, il faut un serveur relativement costaud, mais on fait tourner ça sur un seul serveur. Donc, si on va vers la définition big data, il faut que ça soit parallélisé, on n'y est pas. Mais on traite quand même un volume important de données. Est-ce que vous avez une idée de la taille en kilobytes ou mégabytes ou terabytes des CDR, par exemple? Donc, est-ce que vous imaginez, vous avez une idée du volume que ça représente par jour et par utilisateur? Je vais vous donner la réponse. Non. Dans les pays dans lesquels on travaille, on est de l'ordre de 500 mégabytes par million d'utilisateurs et par jour. Et donc, voilà, on essaye
de coder de manière relativement efficace pour pouvoir traiter ça sur un seul serveur quand on le peut. Mais donc par exemple, je l'ai dit, au Bangladesh, ils ont 40 millions d'utilisateurs. Donc voilà, tous les jours on a quand même une quantité de données importante qui s'accumule. Nos modèles ici étaient entraînés sur les données de 90 jours, de 60 jours. Donc on a 60 jours fois 40 millions d'utilisateurs de CDR. Donc ça, au final ça représente quand même quelques données à analyser. Ça prend un petit peu de temps à traiter. Est-ce que dans les pays en voie de développement comme ceux-là, sur lesquels vous travaillez, est-ce que le taux d'usage du GSM est tout à fait fiable? Ça veut dire quel est le pourcentage finalement de personnes qui utilisent un GSM par rapport au calcul que vous faites? Et deuxième point, est-ce qu'il n'y a pas un côté socio-économique qui est lié aussi? Est-ce que ce ne sont pas des personnes aussi plus aisées que d'autres qui utilisent également ce genre de système? Et donc, quelle est à ce moment-là la fiabilité dans les analyses que vous mettez en œuvre par rapport à tous ces deux paramètres que je vois assez importants dans ce genre de calcul? Vous avez tout à fait raison. Comme toutes les sources de données, il y a un biais potentiel. Et donc, voilà, notamment un biais financier, dire que les personnes les plus aisées vont avoir plus facilement accès à la technologie que les autres. Donc ça, c'est clairement une des limitations des données télécom. Moins des données satellites forcément, puisque on arrive à couvrir l'ensemble d'une région. Donc pour répondre à la première partie de la question sur le taux de pénétration, ça progresse quand même beaucoup. Je pense qu'en Ouganda, c'est de l'ordre de 40% maintenant. Donc voilà, comme toutes les sources de données, il y a un biais, mais c'est 40%. Nous, on travaille avec un opérateur téléphonique, donc on n'a pas 40% de la population. On a un opérateur téléphonique qui a une certaine part de marché, mais ça représente quand même un volume assez important de personnes. Le coefficient est correct à partir du moment où vous avez 40%, effectivement. Voilà, et puis en fonction des opérateurs, c'est vrai qu'il y a aussi des opérateurs qui sont ciblés un peu plus haut sur le marché, ou plus vers les hauts revenus, d'autres plus vers les bas revenus. Donc en fonction de l'opérateur avec lequel on travaille, on peut aussi avoir des différences. Et effectivement, pour tous les calculs de mobilité, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil. Il y a d'autres projets qu'on fait qui sont plus basés par exemple sur l'inclusion financière, où là c'est immédiat, c'est-à-dire que si on voit pas les personnes, ça répond quelque part à notre question, alors que pour la mobilité, c'est plutôt un biais qui pourrait être perturbant dans les calculs. Si je peux me permettre de répondre peut-être à une question de tout à l'heure au niveau télécom et des opérateurs ici en Belgique. Donc il y a la commission de la vie privée qui existe et qui oblige les opérateurs télécoms à séparer les données donc de billing, donc de facturation, des données comme vous avez ici évidemment démontré. Donc effectivement, ils sont en possession des deux bases de données. Ils ne peuvent faire une corrélation sur ces éléments-là que sur le système de facturation. Donc ils ne peuvent pas juridiquement les utiliser. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, si je prends l'opérateur Proximus, met à disposition de tout le monde aujourd'hui sur leur site web la possibilité d'établir des rapports de suivi justement des GSM, des téléphones portables dans les villes. Et donc il y a toute une série de rapports que l'on peut déjà tirer. Ils ne donnent pas, ils n'offrent pas les données évidemment, et ils ne vendent pas ces données non plus. Mais par contre, ils permettent d'établir des rapports donc de suivi sur les différents taux d'utilisation et de flux dans les villes. Comme nous l'avons fait en fait, je me permets de le dire parce que nous l'avons fait en 2015 pour l'ouverture donc de la capitale européenne de la culture. Nous avons fait en fait ce suivi de personnes
notamment des téléphones portables, pour la sécurité de ce côté-là. Donc ça n'a rien à voir ici avec la santé, mais donc effectivement toutes ces données télécom permettent de sortir énormément de rapports très intéressants comme ceux-là, et bien sûr certainement sur le plan marketing, comme par exemple le nombre de personnes qui passent dans telle ou telle rue par rapport à d'autres rues, et donc de pouvoir identifier les fréquentations de différentes zones dans une ville. Tout à fait. Et enfin, je pense qu'il y a une grosse différence entre des opérateurs tels que Proximus ici et les opérateurs, certains opérateurs avec lesquels on travaille à l'étranger, c'est la capacité de mener ces analyses en interne. Et donc, évidemment, Proximus a la capacité de réaliser ça eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, nous aussi, voilà, on n'a pas de projet en Belgique aussi pour ces raisons-là, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de notre aide pour le faire. Mais les données dont vous avez parlé sont aussi donc les rapports qui sont établis sont des données qui sont agrégées et donc qui à partir d'un certain niveau ne posent plus de problèmes de vie privée puisqu'on se concentre sur un nombre important de personnes. Et donc juste pour revenir aussi sur nos travaux, nous avons accès dans certains pays à des données individuelles, mais tout ce qu'on fournit à nos clients n'est jamais au niveau individuel et toujours au niveau agrégé. Donc les différents modèles, les différentes équations que je vous ai présentées tout à l'heure sont toujours voilà, dans le but de rassembler un certain nombre de personnes, et on n'est pas une entreprise qui commercialise les données individuelles à d'autres personnes. Au contraire, on fait le même genre de choses. Vous savez, on fait des rapports sur des phénomènes de masse plutôt que voilà, des comportements individuels. Je peux vous rassurer que les opérateurs ne font pas ce que vous faites. Hein. Donc, ils font les rapports qu'ils font. Il y a des données de mobilité, oui. Relativement basiques, hein, mais qui permettent déjà de donner des informations intéressantes pour les villes et les communes par rapport au flux qui se passe dans leur ville. Tout à fait. Je reviens un petit peu au niveau technique. Vous dites que tout ce que vous avez développé, vous l'avez installé sur un seul serveur. Quelle est la raison du choix de ne pas travailler sur des solutions cloud que vous déployerez pendant quelques minutes le temps du calcul, au lieu d'un seul serveur qui doit tourner probablement plusieurs journées? Oui, donc c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des facteurs historiques pour nous qui sont qu'on avait. Donc on vient d'une autre entreprise qui s'appelle Real Impact Analytics, qui s'appelle maintenant Reactor, qui avait des projets commerciaux sur des opérateurs téléphoniques avec des solutions sur un seul serveur qui tournait tous les jours. Et donc voilà, on mettait à jour tout simplement les indicateurs tous les jours sur un serveur local. Il y a des données aussi justement donc la façon dont on fonctionne la plupart du temps, c'est on a un serveur qui est installé chez l'opérateur téléphonique dans leur data center, protégé par voilà, toutes les mesures que ont, leur firewall, etc. etc. Et tous nos calculs se font là, et donc les données, techniquement, restent toujours chez l'opérateur télécom. Est-ce que... Enfin, il y a un aspect pratique pour nous, mais je suis pas certain, je pense pas qu'on aurait le droit d'envoyer les données sur le cloud. Et donc voilà, c'est une autre raison. Après, de nouveau, à quel niveau? Est-ce que si on les préagrège un petit peu, que si on fait le premier niveau sur un serveur local et puis qu'on envoie sur le cloud pour le reste, on peut le faire. Ici, voilà, on a des solutions qui fonctionnent bien. Quand on est vraiment dans dans la routine d'un projet, on calcule tous les jours avec les données de la veille et on a les résultats en quelques heures. Donc, j'en ai pas temps réel strictement parlé, mais on a une mise à jour assez rapide. Bien sûr, quand on veut analyser 60 jours de données en une fois, je veux dire, là, ça met parfois quelques semaines à calculer. C'est un peu le contexte dans lequel on évolue pour le moment, mais où on a toujours un serveur qui est installé chez l'opérateur télécom lui-même. Et donc, en fait, dans la plupart du temps, eux qui gèrent tous les aspects sécurité, etc. des données. Merci. Merci.